L'Arménie, un petit pays niché entre l'Asie et l'Europe, au cœur du Caucase. C'est l'un des plus anciens États du monde, avec une histoire qui remonte à l'Antiquité. Pendant l'été 2024, j'ai eu la chance d'y passer plusieurs jours pour rendre visite à mon frère, Hugo, alias Artropsy Boy, qui vivait là-bas depuis 1 an. Il bossait là-bas avec la WWF sur un projet de suivi des grands prédateurs, et notamment sur un animal mythique, la panthère de Perse, une sous-espèce de léopard encore présente dans le sud du pays. Bref, c'était l'occasion parfaite de mêler retrouvailles, nature et aventure. Barigaloust, Ayestan. Bon bienvenue en Arménie. Une fois sur place, on comprend vite. L'Arménie est avant tout un pays de montagne, un territoire enclavé, perché sur de hauts plateaux volcaniques. Historiquement, le pays a connu un destin mouvementé. Sous Tigrane le Grand, au 1er siècle avant notre ère, l'Arménie était un royaume puissant, s'étendant des rives de la Méditerranée jusqu'à la mer Caspienne. Elle fut le premier État au monde à adopter le christianisme en 301 après Jésus-Christ. Cependant, sa position géographique, coincée entre des empires, l'a rendue vulnérable aux invasions. Perses, Romains, Arabes, Mongols, Byzantins, tous y ont laissé leur empreinte. Aujourd'hui encore, le pays reste marqué par cette histoire. Les cicatrices du génocide de 1915, perpétré sous l'Empire ottoman, font partie intégrante de la mémoire nationale. Après avoir été intégrée à l'URSS, l'Arménie retrouve son indépendance en 1991, mais reste confrontée à des défis géopolitiques, notamment autour du Haut-Karabakh, région disputée avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'Arménie maintient des liens étroits avec la Russie, son principal allié, et cherche à diversifier ses partenariats avec l'Iran et l'Union européenne. Un pays fier mais isolé, enclavé entre des voisins plutôt hostiles. Alors il se trouve que le petit bro Artropsy Boy ici présent, il y a un peu plus de 9 mois, il a eu l'occasion de venir en Arménie pour faire un service européen, notamment dans quelle branche, dites-moi? WWF. Donc il a commencé il y a 9 mois, là il vit en Arménie depuis tout ce temps. Donc cette vidéo, ça va être une petite expédition en Arménie avec tout ce qu'on a pu observer, visiter. Et écoutez, c'est parti! C'est à Ereban, la capitale, que notre aventure commence. Une ville vivante, à la fois moderne et chargée d'histoire, dominée par la silhouette imposante du mont Ararat, juste de l'autre côté de la frontière turque. Mon frère habite à Ereban et c'est là-bas que je le rejoins. Évidemment, première étape obligée, le Muséum d'histoire naturelle d'Ereban. Impossible pour moi de résister à ce genre de lieu. Et c'est surtout un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur la faune locale avant de partir sur le terrain. Petit hic, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Résultat, on s'est fait fliquer par le personnel tout le long. Ambiance un peu tendue. On sentait une pression non-stop par le personnel pour que nous passions à la salle suivante. Alors j'ai dû user de subterfuges pour faire quelques images. À l'intérieur, on découvre une faune d'une richesse incroyable.
Ours brun, loup gris, lynx du Caucase, putois marbré, une multitude d'oiseaux, et bien sûr la panthère de Perse. Ce félin rare et mythique, symbole de la biodiversité du Caucase. Ce grand prédateur fréquente les montagnes du sud du pays, où il chasse des chèvres sauvages et des mouflons. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. La visite s'est terminée assez vite, à peine une demi-heure, mais ça donne le ton pour le reste de l'expédition. Ok Hugo, est-ce que tu peux nous dire au final qu'est-ce que tu fous là en Arménie avec la WWF? Donc il faut savoir qu'ici on est dans le Caucase, donc c'est un hotspot de biodiversité. Et ici en Arménie, la WWF s'occupe de la conservation des espèces, donc notamment la chèvre bézoar, le mouflon d'Arménie, l'ours brun de Syrie, une sous-espèce de l'ours brun, ou le lynx boréal. Mais l'espèce porte-drapeau, c'est la panthère de Perse. Ouais, une grosse sous-espèce de léopard, Panthera pardus saxicolor. C'est même la deuxième plus grosse sous-espèce après le léopard d'Afrique. Mais dis-moi Hugo, en fait, ce léopard, on le retrouve où? Dans quel pays? Donc on va le retrouver notamment en Afghanistan, en Turquie ou en Iran, où les effectifs sont le plus nombreux, donc on décompte environ 500 individus. Et enfin en Arménie, où les équipes de WWF Arménie, notamment grâce à des pièges photos, ont réussi à identifier une dizaine d'individus. Ah ouais, au final, les effectifs de la sous-espèce sont super bas. Elle est classée en danger sur la liste rouge de l'UICN. Historiquement répandue dans tout le Caucase, elle a presque disparu d'Arménie dans les années 1970, en raison d'un braconnage intensif et de la destruction de son habitat. Depuis les années 2000, des programmes de conservation ont permis une fréquence accrue d'observation, avec un record de 8 adultes et 2 jeunes en 2021. La panthère de Perse fréquente les forêts clairsemées de genévriers, les prairies montagneuses, les falaises escarpées et les gorges profondes, offrant abri et proie abondante. Et toi, tu bosses un peu sur le léopard ou tu t'intéresses à d'autres espèces? Non, moi principalement, je travaille sur le lynx boréal. Donc en fait, notamment grâce à l'analyse des pièges photos et aux récoltes de toutes les images que la WWF a collectées, je vais essayer notamment d'estimer la densité de population et la répartition du lynx sur le territoire arménien, et notamment de savoir le nombre d'individus. Et pour cela, en fait, je vais essayer de les identifier grâce à leurs taches, car leurs taches sont comme nos empreintes digitales, elles sont uniques. Ah ouais, il n'y a pas une histoire de délire où il faut essayer d'avoir des photos du lynx d'un côté et de l'autre côté? Si, c'est ça, donc la complexité se joue là-dessus, et pour ça notamment j'utilise de l'intelligence artificielle. Et nous on est parti pour une petite semaine d'excursion / expédition en Arménie. On est à Louenkes et on va se diriger principalement à l'est et au sud de la capitale pour observer la faune sauvage. Première excursion en Arménie et cap vers l'est du pays, direction une véritable mer intérieure. Le lac Sevan est le plus grand lac d'Arménie et l'un des plus vastes lacs d'altitude d'eau douce au monde. À 1900 mètres d'altitude, il occupe une superficie d'environ 1240 km², bien qu'elle ait été plus étendue par le passé. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 2 fois le Léman. Alimenté par une trentaine de rivières, il ne se vide que par un seul fleuve, le Radzan. On y trouve de nombreux monastères historiques, comme par exemple Sevanavank. Le lac est connu pour abriter des poissons endémiques, notamment la truite d'Arménie, appelée Ishkan, autrefois abondante. Cependant, au XXe siècle, un vaste projet soviétique de drainage a réduit considérablement la surface du lac pour alimenter l'agriculture et l'énergie hydroélectrique, provoquant une crise écologique majeure. Heureusement, depuis les années 2000, le gouvernement tente de restaurer l'équilibre du lac.
Côté observation, c'est un vrai petit paradis pour les ornithologues. En effet, le lac Sevan et ses zones humides adjacentes abritent une avifaune riche et variée, ce qui en fait un site majeur pour les oiseaux en Arménie, tant pour la nidification que pour les migrations et l'hivernage. Avec Hugo, on a passé une journée entière aux abords du lac pour observer la faune. Yo, on est dans un observatoire au bord du lac Sevan. C'est un immense lac qu'il y a à l'est de l'Arménie. Et là, il y a une belle colonie de goélands, il y a aussi du cormoran, de la grèbe huppée. J'entretiens de bons rapports avec les goélands et j'ai eu l'occasion d'observer plusieurs espèces à travers le monde. Eh bien voici une nouvelle espèce dont le phénotype est très peu marqué, ça change pas trop d'habitude. Le goéland d'Arménie, Larus armenicus, est une espèce de goéland endémique du plateau arménien et du Caucase, étroitement associé aux lacs d'altitude, en particulier le lac Sevan, où il niche en colonies parfois très denses. Souvent confondu avec le goéland leucophée, il s'en distingue par des critères morphologiques subtils. Un bec plus court et plus épais, une tête plus arrondie, un dos légèrement plus sombre et des pattes souvent un peu plus jaunes. Il atteint une envergure comprise entre 1m30 et 1m40. Ce goéland se nourrit principalement de poissons, d'invertébrés aquatiques, mais aussi de déchets, montrant une grande plasticité alimentaire. C'est pas très étonnant étant donné que c'est un goéland. Très territorial en période de reproduction, il installe son nid sur des îlots rocheux ou des berges inaccessibles, souvent en groupes compacts. Bien qu'il soit majoritairement sédentaire, en hiver, une partie des populations migre vers les régions plus au sud ou vers la mer Noire. La population du goéland d'Arménie est globalement stable, mais la dégradation des habitats lacustres, la pollution des eaux et sa persécution à cause des dommages infligés aux pêcheries restent des menaces pour cette espèce emblématique du pays. Il y a deux espèces d'oiseaux qu'on trouve également par chez nous, mais dont j'ai fait ma première observation là-bas, au bord du lac Sevan. Il s'agit du héron pourpré et de la huppe faciée. Il y a une huppe faciée devant la voiture. On va essayer de descendre. De retour à la capitale, avec Arthropsy Boy, on décide de louer une voiture pour explorer le sud du pays pendant quelques jours, dans la région du Sunik. C'est la zone la plus montagneuse, la plus sauvage, mais aussi la plus sensible politiquement. On se rapproche des frontières avec l'Iran et l'Azerbaïdjan. Ces zones regorgent de ressources naturelles, telles que les gisements de cuivre, de molybdène et d'or, bien que leur exploitation reste limitée. L'Arménie est également très réputée pour son potentiel en énergie hydroélectrique, tiré de ses rivières et ses lacs. Mais malgré ses richesses naturelles, le pays reste dépendant des importations d'énergie et vulnérable économiquement, en raison de son enclavement et de ses frontières fermées avec la Turquie et l'Azerbaïdjan.
Yo, on est dans le sud-ouest de l'Arménie et là on est parti pour la première belle rando. Bon, c'est un petit 9 km, je crois qu'on va monter à plus de 2000 et puis voilà, on va essayer de voir peut-être Bezoar Goat qui est une chèvre qui vit dans les montagnes ici en Arménie et puis on est en territoire des ours hein, donc qui sait. Après j'aimerais bien voir des snakes. Oh, il est beau là. Il est, tu vois pas? Il est sur le petit rocher qui dénote là, ouais. Ok, plus que 1,3 km pour aller à Spitakavor monastère. Ouais. Peut-être une déjection d'ours. Yo, on est enfin arrivé au monastère. Franchement, la rando était sympa, il faisait un peu chaud. On a mis quoi? À peu près 2 heures en s'arrêtant quelques fois, 5 bonnes bornes avec peut-être 700 D+. Donc c'était cool. On est arrivé au monastère, il n'y avait personne. Et puis d'un coup, il y a une bande d'Arméniens qui s'est ramenée, une famille. Ils ont mis de la musique à fond sur les bagnoles parce que oui, on s'est aperçu qu'il y avait un parking juste au-dessus. Et ils se sont mis à sonner la cloche en boucle. Mais bon, c'était rigolo. Et vu qu'Hugo il baragouine un peu arménien, ils lui ont proposé là de manger, mais bon, on n'a pas du tout faim, mais de la vodka aussi apparemment. Donc il est parti voir. Moi j'ai vu des petits lacertidés là courir le long des murs, donc je vais essayer de vous filmer ça. Puis après on va tranquillement redescendre. Il y a toute la vallée à se taper, mais bon c'est quasiment que du démoin, donc ça va se faire tranquille. Le lézard qu'on a croisé absolument partout, c'est lui, Darevskia radei, un petit lacertidé bien adapté aux zones rocheuses du Caucase. Ce qui vient de se passer. Alors on a fait une mini pause parce qu'on a vu un faucon et des pigeons qui se pourchassaient. Je suis reparti un peu devant Hugo et là j'entends siffler super fort. Je me tourne à droite et genre comme ça là sur le chemin à 1 mètre il y avait une énorme vipère, la plus grosse que j'ai jamais vue. Elle faisait genre 1m30, 1m50, je sais pas, elle était énorme. Elle a sifflé. Moi j'ai pas réagi, j'étais en mode grands yeux ouverts, en mode scotché, trop impressionné. Et en fait, elle a un peu sifflé, ça a duré 2-3 secondes. Et ensuite, elle est passée devant moi, elle a traversé sur le chemin. Et le temps que je sorte la GoPro qui était dans ma poche, j'ai eu la toute fin où on voit sa queue, donc j'ai raté le plan. Oh la vache, fais chier. Oh non, j'ai eu que la fin. Oh là 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 là.
Non, c'était une énorme vipère. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, elle m'a impressionné. Elle était énorme. Ça faisait vraiment gros crotal du désert. Stylé. Bon, on va faire gaffe si on en voit d'autres parce que là, on est en fin de journée. Il est genre 16h15, donc peut-être qu'il fait moins chaud. Elles vont sortir parce que ce matin, quand on est passé, il faisait beaucoup trop chaud. Donc, en tout cas, putain, what the fuck la taille. Et vu la taille du bordel, pas trop de doute, on est sur la vipère lébétine, Macrovipera lebetinus, une espèce qui peut atteindre 1,50 m et même exceptionnellement dépasser les 2 mètres. L'envenimation par cette espèce peut être mortelle sans antivenin. Elle nécessite une prise en charge médicale d'urgence. C'est une espèce craintive qui fuit généralement l'homme, avec une certaine rapidité malgré sa taille. Lorsqu'elle se sent menacée, elle souffle et aplatit son cou en guise d'avertissement. Mais si on est vraiment trop près, elle sera très réactive et va mordre en projetant la moitié de son corps en avant. Mais bon, ça va, j'ai eu de la chance. Waouh. Bon, l'équipe technique est au top. Première rencontre avec la citelle de Neumayer. Cousine de notre citelle torche-peau, elle fréquente les coteaux rocailleux, ensoleillés et arides. On la retrouve aussi dans les gorges et les ravins. Ah, les guépiers reviennent. Un guépier sur la route. What? Mais il y en a plein. Il y a 3 ou 4 guépiers sur la route. Retomber sur les guépiers d'Europe en Arménie, après les avoir croisés 3 ans plus tôt en Camargue, c'est comme revoir des amis voyageurs. Ah! Bon, bah on a trouvé le spot à guépiers. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a des huppes faciées aussi. En fait, il y a plein de fils électriques là, sur tout ce côté-là de la montagne. Et il y a plein de guépiers. Donc on s'est posé sur le bord de la route en schlag là. Et on les filme posés sur les fils électriques. Voir ces oiseaux colorés alignés sur des fils électriques est parfaitement normal. Ce sont des postes d'affût idéaux pour repérer les insectes volants. Depuis ce perchoir surélevé, les guépiers scrutent l'air chaud à la recherche de proies. Abeilles, guêpes, papillons, coléoptères, qu'ils capturent en plein vol grâce à leur agilité incroyable. Ah, il y en a plein, Hugo. Ah ouais, il y en a genre une vingtaine là. Le guépier d'Europe est un oiseau colonial qui niche dans des terriers creusés dans les berges. Ici en Arménie, ils sont migrateurs comme en France. Ils arrivent au printemps, dès que les insectes abondent, et repartent vers l'Afrique à la fin de l'été. Leur route migratoire traverse souvent la Turquie avant de rejoindre le Sahel. Pendant leur séjour au Caucase, ils profitent de l'explosion d'insectes des steppes sèches. Il y a des dizaines et des dizaines de guépiers partout sur les fils électriques. Bon, ça fait une demi-heure que je m'arrête tous les 10 mètres pour filmer et photographier les guépiers. Mais bon, là on continue. Let's go à un spot où peut-être on va faire des belles observations encore. Let's go. Et on peut le dire, il y a de quoi rassasier des guépiers affamés. Les herbes sont blindées de criquets. Wow, tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. En tant que fada d'orthoptère, j'ai été servi pendant ce voyage en Arménie et j'ai observé une belle diversité.
Mention spéciale à l'Oedipode soufré, qui intègre ma liste des plus beaux criquets. Mention spéciale à part à notre hôtesse Margaritae, de la famille des Pemphagidae, dont je n'avais encore observé aucun représentant. Les Pemphagidae sont surnommés criquets crapauds, ou faux criquets. On les retrouve en Europe, en Asie et en Afrique, principalement dans les milieux arides et stépiques. On répertorie environ 300 espèces. Ces orthoptères se caractérisent par un corps robuste et cylindrique, avec des couleurs plutôt cryptiques, et des ailes souvent réduites ou absentes, ce qui les rend incapables de long vol. Ce sont des herbivores généralistes, se nourrissant de plantes herbacées et graminées. Anecdote intéressante, des études sur la taille du génome soulignent que les Pemphagidae détiennent la plus grande taille de génome connue chez les insectes. Dasypogon diadema est l'une de ces redoutables mouches de la famille des Asilidés, dont la silhouette longiligne, les yeux massifs et le vol précis annoncent la couleur. On les voit souvent perchés sur une tige, parfaitement immobiles, scrutant le moindre mouvement. Dès qu'une proie passe à portée, le diptère se jette dessus en plein vol avec une vitesse impressionnante. Son rostre fonctionne comme une aiguille hypodermique, injectant un cocktail neurotoxique et digestif qui immobilise la proie presque instantanément. En quelques secondes, l'asile maîtrise l'insecte, parfois plus gros que lui. Il est maintenant l'heure de passer à la dégustation. Yo, bon bah hier on s'est tapé genre 6 heures de bagnole, on est tout au sud de l'Arménie, à Kapan, pas très loin de la frontière avec l'Iran, et le programme pour les 2 prochains jours, ça va être la visite d'une réserve d'État et la visite d'un sanctuaire, et ce à chaque fois avec des rangers, car c'est des endroits où on n'a pas trop le droit d'accéder normalement. Pendant plusieurs jours, avec Hugo, nous explorons les réserves de Chikaog et du Zangezur. C'est un os de vache qui a été transporté par des loups dans la montagne. 이렇게 해를 따라야 네 가까가 나지. Ok. 일수 따라야 나지. Pas de panthère, évidemment. Même les rangers qui travaillent ici depuis 10 ans ne l'ont jamais vu de leurs propres yeux. Des lynx, à peine une fois par an. Et des ours, régulièrement. Un ranger nous a amenés sur un spot où il avait vu plus tôt dans la semaine une mère et son petit. Mais ce jour-là, la météo n'était pas de notre côté. Le sort s'acharne. Ah ouais. Les ours ont planté leurs crocs là-dedans pour les déboîter. C'est marrant.
Les ours et moi, c'est une véritable malédiction. Ça me rappelle Shiretoko. Nous sommes allés sur différents sites dont mon frère avait eu connaissance comme étant propices à la présence et l'observation facile des ours. Mais malheureusement pour nous, le plantigrade est resté introuvable pendant tout le voyage. Des traces de chèvres. La chèvre sauvage, Bezoar-goat pour les anglophones, habite les forêts, les broussailles et les zones rocheuses allant de la Turquie et du Caucase à l'ouest, au Turkménistan, à l'Afghanistan et au Pakistan à l'est, où elle évolue entre collines arides et falaises escarpées, souvent au-dessus de 1000 mètres d'altitude. L'espèce a été répertoriée comme quasi menacée sur la liste rouge de l'UICN. La chèvre sauvage vit en petits groupes menés par des femelles, tandis que les mâles adultes, reconnaissables à leurs cornes impressionnantes en forme de sabre, deviennent plus solitaires en dehors de la période du rut. C'est à peu près le même schéma familial qu'on peut retrouver chez les bouquetins des Alpes. On n'a pas eu la chance d'observer de grands mâles adultes, mais seulement des femelles et des cabris. Ce qui est super intéressant, c'est que cette espèce est l'ancêtre direct de la chèvre domestique, Capra hircus, une des premières espèces animales à avoir été domestiquée par l'homme, il y a environ 10 000 ans, dans la région du Croissant fertile, notamment dans les hautes vallées du Zagros, actuel Iran, Irak et Turquie. La domestication de Capra aegagrus a joué un rôle fondamental dans le développement des sociétés néolithiques, fournissant lait, viande, cuir et poils. Cependant, les populations sauvages actuelles sont fragmentées, menacées par la chasse et la perte d'habitat. Si la panthère de Perse parvient aujourd'hui à se maintenir en Arménie, c'est en grande partie grâce à la chèvre sauvage. Logique, me direz-vous, elle fait partie de ses proies. Mais si les populations de chèvres sauvages se maintiennent en Arménie, c'est grâce à notre léopard, et plus précisément aux efforts de conservation mis en œuvre pour sa sauvegarde. En effet, le grand félin est ce qu'on appelle une espèce parapluie. En écologie, on parle d'espèce parapluie pour désigner une espèce dont les besoins écologiques sont particulièrement exigeants. Son maintien nécessite de vastes territoires de qualité, une abondance de ressources alimentaires et des écosystèmes fonctionnels. En protégeant une telle espèce, on protège automatiquement de nombreuses autres espèces qui partagent les mêmes habitats, voire des écosystèmes entiers. Une espèce parapluie est souvent une espèce emblématique et facilement identifiable par le grand public, dont la conservation sert de levier pour préserver toute la biodiversité locale, y compris des espèces plus discrètes et moins connues. Protéger la panthère de Perse implique de préserver de vastes territoires fonctionnels, couvrant forêts, prairies d'altitude, falaises et corridors écologiques, indispensables à tout un cortège d'espèces associées aux écosystèmes montagnards du sud de l'Arménie, et forcément profitable à la chèvre sauvage, au mouflon ou encore à l'ours de Syrie.
Bien entendu, il faut savoir que la chèvre sauvage n'est pas la seule grande proie pour les prédateurs. Pendant des siècles, les forêts arméniennes ont abrité de vastes populations de marals, une sous-espèce de cerf-élaphe. Jusqu'au début des années 1950, il était largement répandu dans les forêts du nord, de l'est et du sud de l'Arménie. Malheureusement, la chasse excessive et l'exploitation incontrôlée des forêts ont progressivement entraîné son déclin, jusqu'à sa disparition quasi totale du pays. Il y a bien quelques petits groupes de marals provenant de pays voisins qui ont tenté de recoloniser certaines régions, mais ils ont à leur tour été décimés par le braconnage au début des années 90. Le ministère de l'Environnement arménien et la WWF ont lancé en 2013 un programme de réintroduction du maral. Celui-ci repose sur la création d'un centre d'élevage au sein du parc national de Dilijan, dans une zone forestière de 10 hectares. Les animaux y sont élevés avant d'être progressivement relâchés dans des habitats naturels sélectionnés. Restaurer les populations de cervidés, c'est aujourd'hui tenter de réparer un maillon essentiel des écosystèmes forestiers. Car comme on l'a dit, la disparition des grands herbivores condamne ceux qui en dépendent. Et si la panthère de Perse lutte encore pour sa survie aujourd'hui, un autre emblème des paysages caucasiens n'a pas eu cette chance. Je le savais pas du tout avant de venir ici, mais il y a un siècle à peine, les montagnes et les vallées d'Arménie abritaient un autre grand félin, aujourd'hui disparu, le tigre de la Caspienne. Cette sous-espèce de tigre, immense et puissante, occupait jadis tout le bassin de la mer Caspienne, du Caucase jusqu'aux steppes d'Asie centrale. On en trouvait dans les zones humides le long de l'Araxe, le fleuve qui marque la frontière sud de l'Arménie avec l'Iran et la Turquie. Malheureusement, la chasse intensive, la destruction de son habitat et la disparition de ses proies, cerfs, sangliers et gazelles, ont provoqué son extinction dans la région vers le début du XXe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que des témoignages et quelques peaux dans les musées. Ironie du sort, des études génétiques récentes ont montré que le tigre de la Caspienne était quasiment identique au tigre de Sibérie. Les deux sous-espèces ne formant qu'une seule lignée, séparées seulement par la géographie. Certains projets envisagent même à long terme de réintroduire des tigres de Sibérie dans certaines zones d'Asie centrale. Parmi les grands carnivores autrefois présents en Arménie, il y a un animal qu'on n'imagine pas forcément ici, la hyène rayée. Jusqu'au début du XXe siècle, elle était relativement répandue dans le sud du pays. Les régions semi-désertiques, parsemées de rochers et de buissons épineux, lui offraient un habitat parfait, avec une abondance de proies et de charognes. Mais à partir des années 1930-1940, la hyène a progressivement disparu du territoire arménien. En cause, la chasse directe, la persécution et la raréfaction du grand gibier, mais aussi la destruction de ses habitats naturels au profit de l'agriculture. Ça c'est assez classique. Pendant plus de 60 ans, on a cru l'espèce complètement éteinte dans le pays. Un souvenir de plus parmi les fantômes du Caucase. Et puis, coup de théâtre. En 2010, une jeune femelle est découverte morte près d'un village tout au sud de l'Arménie, dans la région du Megri. Les chercheurs du WWF et de la fondation FPWC ont confirmé son identification. C'était bien une hyène rayée, la première preuve formelle de la présence de l'espèce depuis des décennies. Des empreintes fraîches observées à proximité ont laissé penser qu'elle n'était pas seule et que des individus pouvaient encore traverser depuis les zones frontalières avec l'Iran. Actuellement, rien ne prouve qu'une population stable subsiste réellement en Arménie, mais cette redécouverte a relancé l'espoir, celui de voir revenir un jour cet étrange charognard. En revanche, il y a un mammifère prédateur qu'on n'a pas eu de mal à voir par centaines. C'est le grand prédateur qu'on croise le plus souvent, le chien errant. Ils sont partout, en ville, en campagne, seuls, en petits groupes ou carrément en meute. La plupart ont la peau sur les os et dorment au bord des routes. Ils font vraiment de la peine. Mais il arrive aussi que certains chiens deviennent franchement agressifs. Une fois à Erevan, on a eu le malheur de s'approcher un peu trop près d'une meute. Tous les chiens ont pété un câble. Je peux vous dire qu'on a des guerres pifissa. Non. Arrête. Bah Alex, je crois que c'est lui la voiture ici, non? Attends. Non mais il mord le but. Mais le plus problématique, c'était quand je conduisais. Plusieurs fois, des chiens sont sortis de nulle part et se sont mis à attaquer les pneus de la voiture, alors que parfois je roulais à 70 km/h.
Et une fois, j'ai bien cru que j'avais shooté le cabot sans faire exprès. Une scène complètement surréaliste. Impossible de savoir s'il fallait accélérer ou freiner. Cette cohabitation un peu tendue témoigne d'un vrai déséquilibre. La stérilisation reste rare, et le manque de structure d'accueil laisse des milliers de chiens livrés à eux-mêmes. Un vrai enjeu écologique et sanitaire, que le pays commence à peine à prendre à bras-le-corps. J'ai une passion débordante pour soulever des cailloux. Mais cette fois, ce ne sont pas des crabes que je cherchais. Je vous présente Mesobutus eupus, un scorpion d'environ 5 cm, très commun dans le Caucase et en Asie centrale. C'est probablement l'espèce de butidé la plus largement distribuée. Il colonise les milieux arides ou semi-arides. Par contre, il ne creuse pas de terrier, mais utilise les micro-habitats disponibles. Donc on va le trouver sous les pierres, dans les fissures naturelles, ou à l'abri dans la végétation dense. Son venin n'est pas aussi puissant que celui d'autres espèces de la famille des butidés. En soulevant une pierre, je suis carrément tombé sur plein de jeunes scorpions trop mignons. Ceux-là sont plutôt jeunes, ils se déplacent librement. Mais il faut savoir que quand ils sont encore sur l'abdomen de leur mère, on les appelle pullus. Contrairement à la majorité des insectes, les scorpions ne pondent pas d'œufs, ce sont des arthropodes vivipares. La femelle donne directement naissance à des petits déjà formés, généralement entre 5 et 50 selon l'espèce, parfois bien plus. Juste après la mise bas, les pullus grimpent immédiatement sur le dos de leur mère, où ils restent accrochés pendant plusieurs jours. Durant cette période, ils ne se nourrissent pas, ils vivent sur leur réserve interne, protégés par leur mère. Lorsque les jeunes subissent leur première mue, ils durcissent leur cuticule, prennent une coloration plus marquée et deviennent capables de vivre de manière autonome. À ce moment-là, ils quittent le dos de leur maman et commencent leur nouvelle vie. C'est le cas de ces scorpions. La saltique sanguinolente est l'une des araignées sauteuses les plus spectaculaires d'Eurasie. Ici, c'est une grosse femelle qui se délecte d'une autre araignée. Oh, mais what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a une autre araignée qui a surgi de nulle part en mode « mais barre-toi devant chez moi en fait !» Le mâle, quant à lui, avec son abdomen rouge vif bordé de noir, semble porter un gilet de pompier miniature. Comme toutes les salticidés, notre araignée est un prédateur visuel, doté d'une acuité exceptionnelle. 2 grands yeux frontaux qui analysent le moindre mouvement, et 6 autres qui élargissent son champ de vision. Elle ne tisse pas de toile pour chasser. Elle traque, se faufile, se rapproche lentement de sa cible, puis bondit avec une précision chirurgicale, en s'amarrant bien évidemment à un support avec un fil de sécurité. Cette espèce aime les milieux secs, pierreux, ensoleillés, exactement les biotopes que l'on trouve partout en Arménie. Là on la voit bien par contre, si tu veux la voir de taille, elle est sur le bord du tuyau. Elle profite de la chaleur de l'après-midi pour être active, ce qui explique pourquoi on la repère si facilement sur les rochers.
Franchement, ce qui m'a surpris en Arménie, c'est la quantité de rapaces. On a eu la chance d'observer un paquet d'espèces, et j'ai fait pas mal de coches, dont le vautour percnoptère, l'aigle botté, ou encore l'épervier à pied court. Mention spéciale à celui-ci qui était posé sur une branche à quelques mètres de nous. Mais sans aucun doute, l'espèce qu'on a vue le plus souvent, c'est la buse féroce. On retrouve ce rapace dans les zones arides du nord de l'Afrique, du sud-est de l'Europe, de l'ouest et du centre de l'Asie, à l'est de la Chine et jusqu'au centre de l'Inde. Elle fréquente les terrains rocheux, les steppes ainsi que les régions boisées agrémentées de clairières. C'est essentiellement un chasseur de petits mammifères, donc surtout des rongeurs. Particularité, la buse féroce pratique le vol stationnaire, beaucoup plus souvent que la buse variable. En vrai, là, ils sont pas loin. Je pense qu'ils peuvent pas être plus près sur le versant. Si vous avez visionné les précédentes expéditions, vous connaissez mon attrait pour les sorties nocturnes à la recherche de bestioles. On a tenté l'expérience avec mon bro, mais force est de constater qu'on a dû écourter à cause d'un orage. On a quand même fait des observations plutôt sympas. Ok, là on s'apprêtait à repartir des chèvres et avec les phares sur la route, j'ai vu une énorme sauterelle. Je vais essayer de l'attraper. Suivez-moi. Facile à voir. J'en ai eu une plutôt belle. Je pense que c'est une tétigonia. Hein. Ça doit appartenir au même genre que la sauterelle verte. Bon bah j'ai eu l'autre, elle est énorme. Waouh, la taille du bordel. Avec une taille comprise entre 32 et 40 mm, je vous présente l'un des plus grands orthoptères présents en Europe occidentale. Voici le dectique à front blanc. C'est un cousin du splendide dectique verrucivore que je vous avais présenté dans le Jura. Cette espèce fréquente les pelouses sèches, la garrigue, le maquis, et parfois les vignobles et les vergers du bassin méditerranéen, jusqu'à l'Asie centrale. Son régime alimentaire se compose de végétaux divers et de petits insectes capturés dans les touffes d'herbe et autres buissons près du sol. Oh la taille du monstre. Wow. Ok, cool. De l'orthoptère, de l'arachnide. Pas étonnant de croiser ce genre de bestiole dans une région aride. Mais s'il y a bien une créature que je ne m'attendais pas à trouver, c'est bien ça. Un fucking crabe. Alors, je m'attendais à tout sauf attraper un crabe en plein milieu de l'Arménie. What the fuck? Un mâle. Mais c'est quelle espèce ça? Un fucking crabe. What? Sur les 7800 espèces de crabes, à peu près 1300 vivent en eau douce. Certes, majoritairement dans les régions tropicales et subtropicales, mais on en trouve aussi ici, sur les plateaux d'Arménie. Ce spécimen est un crabe bleu de Turquie. Il appartient à la famille des Potamidés, qu'on retrouve en Eurasie et en Afrique du Nord. C'est l'une des familles les plus diversifiées, avec environ 650 espèces. Ce crabe profite de la hausse de l'hygrométrie pendant la nuit pour sortir sur Terre et bouffer tout un tas de trucs. Mais si l'air est suffisamment humide, il peut également sortir en journée. Mais il doit faire attention à son principal prédateur, la loutre d'Europe. Vite!
Courez, monsieur Crabe, il y a de l'orage. Perdu au fin fond d'une gorge rouge spectaculaire, le monastère de Noravank est l'un des joyaux architecturaux de l'Arménie médiévale. Les bâtiments religieux se dressent au milieu de parois calcaires abruptes, dont les teintes rouges et ocre semblent changer avec la lumière du jour. Fondé au XIIIe siècle, Noravank était un important centre religieux et culturel, célèbre pour ses khatchars finement sculptés, et pour les œuvres du maître Momik, l'un des plus grands artistes de son temps. Ce qui frappe quand on arrive, c'est à la fois le silence du lieu et la démesure des falaises qui l'enserrent, un décor presque théâtral où l'on se sent minuscule. Yo, je suis dans un trou. On a escaladé jusqu'à une grotte. Et on a une super vue d'ici sur le canyon de Noravank. Et là, il y a le petit bro qui sait pas grimper, qui est resté en bas. Mais waouh, cette vue! La roche est super particulière, très coupante. On dirait des petits, je sais pas quoi là. Là, c'est trop bizarre. Elle sonne creux de ouf. Cette excursion dans le sud de l'Arménie a été plutôt intense, mais surtout dépaysante. Un véritable terrain d'exploration, pour qui aime la nature brute et les rencontres improbables. J'espère que ce petit road trip en Arménie vous aura plu. Hugo, Adjotsun. tchuss! Et pourtant, il nous restait un dernier défi à relever avant de partir. Gravir le toit de l'Arménie. Lerների մեջ կա պայքար Քարի մեջ երկու պար Ձեթերի մեջ առնական Պայքարն է հաղթական Առավոտ կելնեք սարը Կկանչի սուրնի խաղը Թող աշխարը բռնի պարը Հեյ, յար խուշտար Լեռների մեջ կա պայքար, քարի մեջ երկու